Et voilà, je vous ai montré mon petit oiseau. Euh, voilà, ça fait le générique, comme je disais. Voilà, voilà. Donc, euh, donc, au plaisir de vous retrouver ici sur ce direct. C'est le deuxième direct de 2019. Voilà, bonsoir Nakchun, bonsoir Saoura, bonsoir Nogueira, excusez Carlos, excusez-moi si je écorche vos prénoms ou non, je suis pas, c'est pas ma spécialité, hein. Bonsoir Dominique, Pascal, Cyril, voilà, là on a déjà 9, 8. Voilà, voilà. Donc j'ai préparé quelques sujets que je vais aborder si on a le temps et je répondrai comme d'habitude à vos questions. Donc j'ai eu énormément d'appels de nouveau cette semaine avec beaucoup de questions. C'est souvent les mêmes qui reviennent et c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser des directs pour répondre aux questions. Et comme ça profite un peu à tout le monde, à toute la communauté. On partage comme ça. Bonsoir, oui, voilà. Ah, bonsoir Ascoual. Bonsoir Richard. Donc Richard, si vous avez vu son message sur le groupe avec ses grands tournesols, il est très 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 enthousiaste, très motivé. Il est très sympa aussi. Fabien, bonsoir Fabien. Bonsoir Pascal. Bonsoir Florent. Voilà, voilà. Donc vous avez pu découvrir au début de mon direct mon petit oiseau, vous voyez. C'est une petite blague que j'aime bien faire quand quelqu'un ne me connaît pas. Je lui dis, ou à une copine, j'ai dit, ah, je vais vous montrer mon petit oiseau. Et après, je sors de ma poche le petit oiseau. C'est l'humour belge. Euh, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Après, ça fait au moins rire moi. Et après, peut-être ça vous fait rire aussi. Tant mieux. Voilà, j'occupe un peu l'espace pendant qu'on se connecte. Donc là, on est déjà 11 personnes. Bonsoir, est-ce qu'il y a des nouveaux? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez déjà les mettre dans les commentaires. Donc, bonsoir Nicole du Québec. Ah, sympa le Québec. J'ai pu aller 2, 3 fois au Québec. Ça m'a beaucoup intéressé, j'aimais bien. Et il y a quelques agriculteurs qui font aussi de l'électroculture, hein, ou des jardiniers en tout cas. J'ai de temps en temps des clients là-bas. Et ils sont très sympathiques, les Québécois, hein. C'est très sympathique. Ah, les Canadiens en général. Il y a un agriculteur, voilà, je vais commencer autour de l'électroculture. Ah, bonsoir Kinov et bonsoir Marco Zappelli. Ouais, donc pour revenir au Canada, justement, je pense que c'était en 2010 ou 2011, j'avais été invité au congrès de l'agriculture biologique à Toronto, à côté de Toronto, à Guelph. Donc c'est en Ontario, hein. Et c'était vraiment très, très intéressant. Il y avait des agriculteurs bio de tout le Canada, beaucoup d'Ontario naturellement, aussi du Québec et de plus loin. Le Canada, c'est vraiment très, très grand, hein. Et j'ai pu rencontrer un agriculteur qui s'appelle Marcus Koenig. Ou Koenig. C'est un agriculteur qui est en biodynamie depuis des décennies et qui est d'origine suisse, mais qui fait de l'agriculture donc au Canada, qui a passé une grande partie de sa vie là-bas et qui vit et qui fait toujours de l'agriculture là-bas. Et donc lui, il disait, c'était pas lui qui le disait, c'était les restaurateurs et ses clients, qu'il faisait les meilleures pommes de terre bio de tout le Canada, hein.
alors souvent on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais de spécial pour qu'ils aient un tellement bon goût, etc. Et alors lui il disait, ben, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, en réalité je fais rien de spécial. J'ai le même sol comme les autres, on va dire, mais j'applique la biodynamie et l'amour. Il est vraiment dans l'amour, lui, il est vraiment dans l'amour de ses cultures, j'en ai même les frissons de vous en parler, mais vraiment, il adorait cultiver des pommes de terre et il faisait vraiment les meilleures pommes de terre. Et, et c'est ça, c'est que les agriculteurs et même nous en tant que jardiniers, ce qui est important, c'est de cultiver ce qu'on aime. Voilà. Un, il va aimer les carottes. Un, il va adorer les carottes. Un autre, il va adorer les salades. Un autre, il va adorer les tomates ou autre chose. Voilà. Mais il ne faut pas s'obstiner à essayer de cultiver ce qu'on n'aime pas parce que il y a comme une relation aussi d'amitié ou de sensitif entre la plante et nous. C'est un peu comme on dit tel maître, tel chien, ben, il y a tel jardin, tel cultivateur, on va dire, ou jardinier. Et autour des plantes, c'est pareil. Il y a des plantes qu'on réussit bien et des plantes ben, qu'on réussit jamais, hein, ou pas trop. Hein. Et ça diffère aussi de chaque jardinier, de chaque agriculteur, sur le même terrain. Hein. Donc ça, au fil des années, j'ai pu observer ça déjà avec moi-même et aussi de témoignages d'à droite à gauche. Donc ça, c'est très intéressant et ça dépasse la science, on va dire. C'est pas scientifique ce genre de choses. Hein. C'est très, voilà, ça montre que l'univers est on va dire quantique comme certains le disent, hein, ou qu'on est tous interconnectés. Ou en résonance, on va dire, ouais, on peut dire ça comme ça. Dominique Belen, t'es bête. Hein. Ouais, il est rigolo parfois. Euh, voilà. Donc, est-ce que... Ah oui, voilà, je dois descendre le curseur pour voir qui sont les nouveaux qui apparaissent là. Ah, bonsoir Gisèle, bonsoir Benoît, bonsoir Albé, bonsoir Andrea, Andrew Donnelly. Ah. Bonsoir Damien, bonsoir Cindy. Ah, Cindy, je pense qu'elle est aussi du Québec ou du Canada. Bonsoir. Ah, ben, c'est très sympathique. Ben, je voudrais remercier déjà Andrew Donnelly d'Italie parce qu'il m'a donc j'ai pu retrouver ses anciens livres grâce à lui. Vous voyez là, en italien, vous voyez. La mutation electrica della specie botaniche. Hein, donc, c'est sur les influences de l'électricité sur les plantes. Et ça, c'est un livre de 1922. Vous voyez? Regardez. Hein, donc, il y a... Ah, excusez-moi. 1922. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais... Voilà. Hein. Donc, c'est un livre qui a l'air vraiment très intéressant. Et j'adore les vieux livres en général. Je trouve que dans les vieux livres, il y a souvent beaucoup plus d'informations au centimètre carré, on va dire, que dans les nouveaux livres, en tout cas. Hein, donc, dans les anciens livres, bah, il fallait imprimer les livres, on tapait à la machine, donc on n'allait pas dépenser l'encre et tout pour rien. Aujourd'hui, avec Internet, on écrit, hein, il y a beaucoup de blabla, mais pour peu d'informations. Mais regardez, ça c'est un autre livre. Regardez, ça c'est donc un autre livre, donc Influenza dell'elettricità sulla vegetazione. Après, mon, mon expression orale de l'italien est sûrement pas la bonne, hein, mais euh, on a compris. Donc là, ça c'est un livre ça doit être aussi, 1912. Donc ça, c'est très intéressant. 1912, donc ça, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Là. Ah ouais, donc...
Ah, ouais. Donc après, je vais vous montrer dans ce livre, hein, là on voit. Donc ça, c'est les premières antennes type paratonnerre, vous voyez. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit au sol, donc là, bah, qu'il y a comme des fils qui sont reliés à l'antenne. Donc ça, c'est vraiment le début de l'électroculture, hein. Ah, le début, il y a déjà de l'électroculture depuis un siècle ou deux, hein, dans ces années-là. Mais on voit bien quand on voit la taille, regardez la taille des personnages. Regardez la taille des personnages là. Ouais, vous voyez là. Par rapport à l'antenne. Regardez l'antenne. L'antenne là, il fait au moins, il fait 10 fois la taille des personnages. Donc ça fait bien une vingtaine de mètres de haut, hein, si on voit, si on compare à l'antenne et les personnages. Et donc, après, c'est peut-être une caricature un peu, mais il faisait les antennes vraiment très très hautes. Donc ça, c'est des antennes type paratonnerre. Donc ça, c'est vraiment les premières expériences d'électroculture qu'il y a eu déjà à partir des années 1700, 1800 et après jusqu'à 1900. Et donc, souvent, on me demande avec quoi je peux commencer dans le jardin. Hein, donc, comment commencer? Ben, souvent, les premiers essais qu'on fait, c'est avec ce type d'antenne. Donc, on refait un peu l'histoire, on utilise ce type d'antenne souvent. Donc, je vous en ai ramené un, par exemple. Vous voyez. Ah, ça, c'est un que je fabrique pour revendre, hein, mais vous pouvez facilement bricoler vous-même, hein. Euh, donc, vous voyez, donc ça, c'est des fils de fer galvanisés que vous pouvez après, vous voyez, vous pouvez les tordre de différentes façons, hein, mais vous pouvez facilement prendre plein de fils de fer galvanisés et les mettre ensemble avec un serre-joint ou quelque chose pour serrer autour du tuyau ou autour du fer à béton, par exemple, hein. On peut déjà avoir des résultats avec des hauteurs de 2, 3, 4 mètres, hein. On peut déjà avoir des résultats, hein, intéressants, hein. En théorie, on dirait que au plus haut c'est, au plus c'est efficace, hein. Euh, voilà, ça c'est la théorie. Et c'est un peu la logique, on va dire, hein. Après, ce que moi je fais, et ça c'est, on va dire que ça c'est un développement des années 20, 30 par Justin Christoflo. Donc, c'est un électrocultivateur au début du siècle qui a fait des appareils, qui a fait plusieurs inventions qui ont été diffusées par milliers dans le monde entier. Et lui, il mettait une tige nord-sud, il mettait une tige en fer ou en métal, hein, en fer, qui était magnétisée nord-sud. Et c'est pour ça que moi, je mets cette tige et après, je mets un aimant dessus pour le magnétiser. Vous voyez? Donc, et alors, vous captez aussi le champ magnétique terrestre et ses vibrations qui vont être communiquées. Euh, Justin Christoflo, après, au début, il utilisait aussi ce type d'antenne. Mais après, il a tout enterré. Il a enlevé, on va dire, cette partie-là, hein, le côté électrique, on va dire, hein. Il a enlevé ça et il a fait des systèmes qui étaient plus basés sur le magnétisme, qui étaient complètement enterrés. Vous voyez? Et après, ben, ça a évolué et c'est devenu ce que je fais maintenant. Mais on voit qu'il y a une logique derrière, vous voyez, dans l'histoire. C'est un peu, ben, au début, il y avait le cheval, après il y avait la charrette avec le cheval devant, après on a enlevé le cheval, on a mis un moteur, et après c'est devenu une voiture à moteur, et après on a mis des ailes, et c'est devenu un avion à hélice, et après, après on a enlevé le moteur, on a fait des moteurs à réaction, et c'est devenu un chasseur, vous voyez, ou des avions modernes. Ben là, l'électroculture, c'est un peu pareil. Au début, vous aviez des types paratonnerres, vous voyez, et après, maintenant, vous avez des systèmes d'antennes magnétiques enterrées ou autour du champ euh, qui sont différents, hein, mais c'est un peu.
Je dis ça un peu pour rire, c'est la caricature, mais c'est un peu la différence entre le cheval et l'avion de chasse, hein, voilà. Et demain, on fera des soucoupes volantes peut-être, hein. Donc, dans l'électroculture, qui sait qu'est-ce qu'on va encore inventer? Mais on peut faire vraiment, il y a encore un énorme potentiel de développement, c'est sûr, hein, on peut inventer encore énormément de choses. Donc, je vais commencer à lire les questions. J'ai beau adorer les salades, les limaces passent avant moi. Ah oui, l'éternelle question des limaces, hein. Ce que j'ai remarqué dans ma serre au printemps, hein, c'est que si on laisse les graines pousser tout seul, hein, ceux qui tombent de l'année d'avant, ben, on n'est pas embêté par les limaces. Alors, pas trop. Disons que j'ai remarqué que les limaces, ils viennent après quand les salades sont déjà un peu plus grandes. Euh, et après, j'ai plein de limaces, mais j'ai plein de salades aussi. Voilà, donc ça me pose pas trop de problèmes. Mais c'est plus tard dans la saison au printemps que là, les limaces imposent chez moi aussi beaucoup de problèmes. Euh, mais j'ai pas encore une solution 100% contre les limaces, hein, bien que je vais vous en raconter quelques pistes, mais qui dépassent l'électroculture aussi. Euh, Donc, au niveau électroculture, j'ai remarqué que où il y a les antennes ou une pyramide ou des choses comme ça, ben, les limaces vont d'abord manger ceux, pas d'abord, ils vont préférer ceux qui ne sont pas traités. C'est un peu comme s'il y a moins de vitalité, ils vont d'abord manger les plus faibles. Mais si vraiment l'envahissement de limaces est vraiment trop élevé, ouais, à la longue, ils mangent quand même les autres aussi, hein. Mais quand même, par exemple, sur des lupins, des fleurs, j'ai remarqué qu'avec un circuit Lakowski, j'ai pourtant tous les soirs plein de limaces dessus, mais le lupin il continue à pousser, à se développer. Donc, ils n'arrivent pas à le manger complètement, on va dire. Ils continuent à bien pousser, hein, ça, j'ai vu. Donc, il faut trouver un certain équilibre. Il paraît, après, ça, c'est à étudier, mais parfois, c'est peut-être qu'il manque certains éléments dans le sol quand il y a des limaces. Souvent, il paraît qu'il n'y a pas assez de champignons, pas assez de mycorhizes, euh, ou peut-être de la potasse, hein, peut-être certaines énergies. Voilà, c'est encore à découvrir, à étudier, mais il y a certainement un lien avec ça c'est sûr. J'ai remarqué aussi que quand quand on commence à faire l'électroculture et qu'il y a beaucoup de limaces, souvent avec le temps, il y en a beaucoup moins et ça devient et on a plus d'escargots à coquilles, hein, ils mangent aussi, mais c'est beaucoup. J'ai l'impression qu'énergétiquement, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus positif, on va dire. Les coquilles eux-mêmes font un effet antenne. Il faut aussi vous dire que les limaces, ben, la bave et tout, il paraît que c'est très bon pour stimuler la microbiologie du sol, hein. Donc, ça, c'est aussi très intéressant, hein, quand même. Euh, Maintenant, souvent, les plantes, ils sont attaqués quand ils sont tout petits, quand on transplante, donc quand ils sont affaiblis. Ah, dans la nature, ça n'existe pas, on ne transplante pas dans la nature, hein. Mais c'est quand ils sont affaiblis, quand on les a choqués. Donc, tout le truc est d'éviter les chocs, d'éviter de les transplanter ou au moins possible, ou de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils reprennent le plus vite. Et alors là, j'ai remarqué, on a beaucoup moins de problèmes de limaces. Par exemple, sur les salades, ah, c'est typique, hein, les salades qui se font manger par les limaces, ben, c'est, on va dire, les 2 premières semaines ou la première semaine où ça pose problème. Mais une fois qu'elle a passé ce cap et qu'elle s'est nouveau bien enracinée, après, la limace ne pose plus de problème. Après, j'ai remarqué que c'est qu'à la fin de la saison, quand elle est prête à être cueillie, une fois, j'ai eu une très belle grosse salade dans le jardin. Je me dis, ah, il faut que je la cueille pour la manger maintenant. Mais je ne l'ai pas fait. 2 jours après, plein de limaces. Pourtant, elle était magnifique 2 jours avant. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si l'énergie monte et après elle rebaisse, hein. Donc l'énergie monte et après elle baisse. Et là, les limaces attaquent. Vous voyez.
attaque, puis ils mangent hein, ce qui est en baisse d'énergie. Les limaces, c'est un peu comme les vers de terre quelque part, c'est qu'ils mangent simplement les déchets organiques ou ce qui est en train de mourir ou ce qui est affaibli. Et maintenant, j'ai découvert une plante l'année passée qui était dans ma haie. Souvent, on a toutes les plantes ou toutes les solutions à disposition. J'ai découvert, il y a une plante qui garde ses feuilles, hein, donc c'est un arbuste qui est souvent dans les haies. Maintenant, je ne trouve plus le nom. Je ne suis pas très bon en nom, mais il y a un arbuste, il s'appelle c'est pas Acer palmatum, c'est peut-être ça. C'est des feuilles qui restent vertes en hiver aussi. Ça pousse facilement dans toutes les haies, c'est très toxique. Même pour nous, c'est toxique, pour les animaux, c'est toxique. Mais vous prenez quelques feuilles de ça, vous les mettez en petits morceaux et vous mettez ça autour de votre plant de salade et vous verrez, les limaces, ils s'en éloignent. Ils sont repoussés par l'odeur et ça marche 1, 2, 3 jours. Quelques jours, ça marche bien. Alors, ben, moi, je passe tous les jours dans le jardin, je mets quelques feuilles autour des plantes à protéger et ça marche très, très, très bien. Je peux vous le dire, je l'ai fait la première fois l'année passée et j'ai eu des super résultats avec ça. Et ça, j'ai appris par un agriculteur, un maraîcher qui est venu à mon stage un jour, il y a déjà quelques années de ça, qui est dans le nord de l'Alsace, je pense. Je pense qu'il s'appelle, si je me rappelle bien, peut-être qu'il est là, il s'appelle Julien, je pense. Et c'est vraiment un maraîcher. Il a commencé comme jardinier, on va dire, et il a développé un tas de petites méthodes comme ça, très simples, euh, et surtout par l'observation. Il avait observé qu'un jour, il avait fait un paillage avec cette plante et que les limaces, ils partaient de son paillage, de ce lieu. Et c'est comme ça qu'il a découvert que cette plante était repoussante pour les limaces. Donc, vous voyez qu'on peut découvrir énormément de choses encore aujourd'hui simplement en observant. Et je vous invite à observer, qu'on soit agriculteur ou jardinier, c'est pareil. Souvent, quand on a un problème, on se focalise trop sur le problème. Il faut observer où ça se passe bien. Et alors, comparer avec où il y a le problème. Par exemple, il y a peut-être une zone dans le jardin où il n'y a pas de limaces, ou pas trop, ou pas de, disons, il y a des limaces souvent partout. Mais pourquoi à certains endroits, ils posent énormément de problèmes et pas à d'autres? Vous voyez, c'est ça la question. C'est pas la limace en lui-même qui est le problème. C'est pourquoi à certains endroits il pose problème et pourquoi pas à d'autres. Voilà. Et c'est là que souvent on va découvrir peut-être une plante qu'il n'aime pas ou peut-être que le sol est différent. Peut-être que, vous voyez, on peut découvrir un tas de choses. Donc, il y a la fougère aussi qui est connue hein, pour repousser les limaces. Hein. Ça marche aussi relativement bien, mais l'autre plante, là, fonctionne beaucoup mieux encore, hein, parce que j'ai déjà essayé les deux. Voilà. Donc là, je vais répondre à des questions parce que je vois que le temps avance. L'énergie de l'amour que l'on porte à certaines fleurs ou plantes ou cultures influence la récolte. Ah, c'est sûr, hein, ça c'est sûr et certain. J'aimerais bien connaître les mesures pour la spirale forme entonnoir en cuivre dont tu parlais la semaine dernière. Ah oui, les spirales. Donc là, est-ce que j'ai pris une spirale? Ouais, là, je vais vous montrer. Hein. Donc là, donc ça, c'est basé sur les travaux de Higuina. Donc on s'inspire beaucoup de lui là en ce moment. Hein, j'en ai parlé la première fois en public, à une des premières fois en public la semaine passée, là, sur le live. Et là, maintenant, je vous le conseille. Hein. Donc là, vous voyez, je vous ai fait là une spirale. Vous voyez, voilà. Vous voyez. Donc la spirale, vous voyez, elle tourne. Ça, c'est important. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle tourne en sens horaire depuis le centre. En sens horaire du centre vers l'extérieur. Ça, c'est important.
donc du centre, en sens horaire. Donc ça, c'est vraiment comme les escargots, comme les coquilles d'escargots. Vous allez remarquer ça, vous allez observer ça maintenant quand vous trouvez une coquille d'escargot. Vous allez voir que ça tourne toujours, on va dire presque toujours, en sens horaire. Toujours. Que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et donc là, j'avais remarqué, ah oui, pour venir à ça, l'anecdote, comment moi j'ai vraiment découvert la puissance de ça. Il y a déjà, c'était en 2009 ou 2010. J'étais invité à voir un verger dans la Drôme, je pense. Je pense que c'était dans la Drôme chez une dame qui s'appelle Pascal. Et c'était parce que dans la Drôme et en France en général, il y a une nouvelle maladie, elle n'est plus si nouvelle, mais il y a une maladie qui s'appelle la charca, qui décime des vergers entiers d'arbres à noyaux. Donc les pêchers, les abricotiers, donc les arbres en quelques années dégénèrent, ils meurent. Voilà. Et il y a des vergers entiers qui meurent. Et ils n'ont aucune solution chimique contre ça. Alors là, ils cherchent des solutions. Et la solution officielle, c'est quoi? C'est pas une solution, c'est de tuer, c'est de couper tous les arbres, soi-disant pour éviter que ça se propage ailleurs. Hein. Mais ça solutionne rien du tout, parce que de toute façon, ça se propage, ça se développe. Et pour moi, j'analyse ça comme une perte de vitalité. C'est comme un symptôme, comme plein d'autres maladies, d'une perte de vitalité générale due à plus de 50 ans d'agriculture chimique et de pollution, etc., et d'érosion, etc. Et dès qu'on augmente, moi, ma stratégie, c'est simplement, dès qu'on augmente la vitalité, l'énergie du lieu, ces maladies disparaissent tout seuls. Et même d'une année à l'autre, hein, ça va très vite. Hein. J'ai vu ça dans plusieurs expériences, on va dire, ou plusieurs fois où je suis intervenu. Et donc, je vais dans un verger, j'avais aucune solution à ce moment-là, je vais dans un verger voir, et je vois un arbre qui est en bonne santé. Tous les autres, presque tous, étaient en mauvaise santé, hein, l'un un peu plus que l'autre. Et je vois un qui est en vraiment super bonne santé. Alors là, je me dis, pourquoi celui-là, il est en bonne santé? Et alors, je vois au pied de cet arbre une coquille d'escargot. Un ingénieur agronome classique qui sort d'école ou même qui a 50 ans d'expérience, n'importe, qui est, on va dire, je vais dire des gros mots, qui est lobotomisé par les théories classiques et qui n'est pas ouvert ou qui ne connaît rien à des choses alternatives, lui, il va voir ce coquille d'escargot, il va jamais faire le lien. Vous voyez, il va voir un coquille d'escargot, à la limite, il va marcher dessus. Hein, il s'en fout, il va même pas faire le lien. Mais pour moi, c'était la coquille, c'était une petite coquille d'escargot au pied de cet arbre. Hein. Mais pour moi, c'était, là, c'est peut-être ça. Et alors, je me dis, parce que quand on connaît un peu la biodynamie, là, on parle des cornes des vaches qui font effet antenne. Et ça, donc c'est aussi un peu ces formes. Hein, donc c'est Rudolf Steiner, il en parle là-dessus. Donc tout ça, c'est des antennes. Les cornes des animaux, par exemple, c'est des antennes. Il faut surtout pas les couper. C'est important pour capter l'énergie. Et nourrir le sol et harmoniser les lieux, les prairies, les fermes. C'est important qu'il y ait des vaches avec leurs cornes. Hein. Comparer, il faut aller visiter des fermes où il y a des vaches, où toutes les cornes sont coupées, et visiter des fermes où il y a les cornes. Vous sentez tout de suite la différence énergétique, ça n'a rien à voir. Mais ça montre que le monde d'aujourd'hui, ou les agriculteurs d'aujourd'hui, beaucoup sont complètement déconnectés. Hein, on est complètement devenus des machines sans sensation, sans émotion. On nous déconnecte de tout ça.
parce que sinon, on le ferait jamais, ça, on couperait pas les cornes. Après, c'est l'industrialisation aussi qui le pousse à faire ça pour éviter les blessures, hein, des problèmes mécaniques, on va dire. Mais ça, chez mes parents, où j'ai grandi, on avait toujours les vaches avec les cornes. On n'a jamais eu une blessure ou quoi que ce soit avec des vaches, hein. Puis, il n'y a pas de raison de se blesser. Mais voilà. Donc, pour revenir à cet abricotier ou pêcher avec la coquille d'escargot, donc là, à partir de là, je me suis dit, ah ben là, il y a un lien. Donc, imaginez que j'irai maintenant conseiller des arboriculteurs, aller mettre des coquilles d'escargot au pied de vos arbres. Vous voyez, ils ne sont pas prêts à payer un centime pour ça. Ils n'y croient pas, ou voilà, hein, mais voilà, c'est leur problème, dommage pour eux. Mais cet été-là, j'ai déménagé en plein été. C'était donc autour des années 2009-2010 là. Et j'avais repensé à cette histoire-là des coquilles d'escargot et j'ai transplanté plusieurs arbustes en plein été. Et sur la moitié des arbustes, parce que comme j'aime bien faire le jardin, ben, avec les années, on a un beau jardin, on a des beaux arbustes. Ben, il y en a certains qu'on veut emmener avec nous dans notre prochain jardin, on va dire. Et donc, voilà. Donc, j'ai voulu transplanter des arbustes en plein été, ce qui est vraiment pas la bonne affaire à faire, hein. Euh, et, euh, et là, j'ai mis des coquilles d'escargot au pied de plus de la moitié de mes arbustes. Et l'autre moitié, j'ai rien mis. Ben, je peux vous dire que quasiment tous ceux où j'ai mis des coquilles d'escargot, ils ont survécu. Et tous les autres, ben, beaucoup, ils sont morts. Parce qu'en plein été, en Alsace, quand il fait 35 jusqu'à 40 degrés Celsius, ben, ça n'aime pas du tout être transplanté, hein. Donc, vous comprenez. Voilà. Donc là, j'ai vraiment vu la puissance de cet effet antenne des coquilles d'escargot, hein. Et donc ça rejoint les travaux de Higuina, Luigi Higuina, dont je parlais la semaine passée. Ben, lui, il fait des spirales comme ça. Ça rejoint et il dit que les spirales, comme les coquilles d'escargot, ça fait un effet antenne. Donc, quand la spirale est dirigée vers le ciel, elle va capter les énergies cosmiques. Et c'est un peu comme si ça ralentit, mais moi je vois ça comme ça. Imaginez, vous avez l'énergie qui vient du ciel et qui va vers la terre, mais qui traverse tout. C'est subtil, ça traverse tout. C'est très énergétique, hein. Ben, imaginez que ça arrive dans la spirale et c'est un peu comme si ça ralentit, vous voyez. Imaginez comme ça ralentit. Et après, ça devient perceptible dans notre univers ou dans notre réalité. Et ça sort là l'énergie. Et cette énergie-là est utile pour les plantes ou la vie du sol. Et donc, comme ça, vous allez plutôt augmenter l'énergie cosmique et vous mettez le bout de cette antenne planté au pied de la plante. Et si vous voulez augmenter l'énergie tellurique de la Terre, alors vous mettez plutôt comme ça. Alors, la spirale doit être comme ça. Vous voyez? Après, si vous voulez une énergie augmentée, généralement l'énergie, on va dire que ce soit cosmique et tellurique en équilibre, alors vous mettez les deux. Donc, vous voyez, vous faites deux spirales, une comme ça et une dans l'autre sens. Et vous mettez un tuteur qui est planté dans la terre au pied de vos plantes. Voilà. Et donc ça, l'année passée, j'ai commencé à faire des expériences avec des spirales comme ça. Je peux vous dire que ça fonctionne. Maintenant, cette année, on sera beaucoup plus. Il y a par exemple, vous pouvez voir les photos sur le groupe de Andrea Donnelly, qui en a fait beaucoup aussi, hein. Ça vous donne un peu un modèle, hein. Donc, ah oui, et après, comment faire des spirales? Ça, c'était une question que j'ai eue la semaine passée. Je vais vous montrer un petit outil que j'ai fabriqué. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez, c'est deux planchettes. Vous voyez, deux planchettes. Vous voyez, voilà.
planchettes avec des vis, vous voyez, deux planchettes. Et alors, je fais que l'épaisseur, vous voyez là l'épaisseur, donc je fais que l'épaisseur entre les deux planchettes soit juste l'épaisseur du fil. Et alors, avec une pince pointue, vous voyez, j'ai un trou dans la planchette. Vous voyez, j'ai un trou. Donc, je passe le fil par là. Je l'attrape avec la pince pointue par l'autre côté, comme ça, avec la pince. Et après, je tourne. Vous voyez, et après, je tourne comme ça. Et après, ça fait une spirale plate. Vous voyez, après, ça fait ça. Ah, ça fait ça tout plat. Vous voyez, ça fait comme ça tout plat. Et après, je le sors. Et après, donc la spirale toute plate, vous voyez, la spirale toute plate, hop, je la tire et ça fait une belle spirale. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est un outil que j'ai inventé vers 2009, 2010. C'est parce que je fabriquais mes antennes magnétiques avec des spirales plates dans ce temps-là et je faisais ça à la main, j'essayais, mais c'est pas facile alors, c'est vraiment compliqué alors. Et alors, j'ai inventé cet outil. C'est comme si ça m'est sorti des mains sans réfléchir, sans trop réfléchir en fin de compte. C'est comme les artisans, ils parlent de l'intelligence des mains. C'est vraiment, il y a... Après, il faut dire que quand je faisais mes antennes magnétiques, les premières là en 2008-2009, j'étais comme inspiré, guidé aussi. J'avais stocké mes antennes sur mes bateaux, sur un bateau que j'avais hérité de mon frère qui était décédé. Et il faut savoir que mon grand-père, lui, il avait inventé des types de bateaux, des voiliers. Et il avait commencé aussi à fabriquer ça dans son garage. Et moi, j'avais commencé à fabriquer mes antennes magnétiques dans mon garage aussi, vous voyez. Et c'était comme si j'étais comme peut-être inspiré par lui d'une certaine façon, par le monde des esprits. Hein, peut-être. Hein. Personnellement, j'en suis convaincu qu'il y a un lien. Mais donc, du coup, ça, c'est un petit outil. C'est un petit outil simple. Après, là, c'est avec des planchettes en bois. Maintenant, il est un peu usé. Les trous sont un peu trop grands. Il faut que je le refasse. Mais si on ferait ça en aluminium ou en plus rigide, ça fonctionnerait même encore mieux, hein, honnêtement. Après, il y a d'autres façons de faire des spirales aussi. On peut prendre un cône, faire un cône en bois et enrouler et faire comme une rayure dans le cône et enrouler. Il y a un Italien qui a fait un plan d'un cône en plastique qu'on peut imprimer en 3 dimensions. S'il y en a qui ont une imprimante 3D, n'hésitez pas à me tenir au courant et je vous donne le lien comment faire le cône parce que il y a le plan pour les imprimantes 3D. Après moi, je n'y connais pas trop en format et tout, mais je peux vous donner le lien où vous pouvez demander à Andreas. C'était, je pense, lui qui m'a envoyé ou donné ou un autre Italien. Donc, c'est du open source. Hein, donc, vous pouvez alors fabriquer vous-même vos cônes facilement. Voilà. Après, l'idéal, il y aurait un angle idéal. Je pense que c'est 38 degrés hein, à vérifier. Maintenant, ça ira aussi dans d'autres angles, hein, mais il y a toujours un angle optimum. Hein. Et après, le mieux, c'est qu'il y ait 7 spires. Comme il y a 7 notes de musique, 7 planètes importantes au niveau énergétique. Donc, 7 spires, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc, alors là, c'est le plus équilibré, le mieux. Ce serait comme on est dans la période des semis à l'intérieur, en serre, tout ça. N'hésitez pas à faire des petites spirales et à les mettre au pied de vos semis pour les premières expériences. Ce serait très intéressant d'avoir les retours de ça. Hein.
Voilà. Maintenant, ça, c'est des techniques qui sont utiles localement. Hein, on va dire dans son jardin, ça a un effet très local ou les plantes qu'on aime, on va dire. Mais c'est pas quelque chose encore qui rayonne sur des grandes surfaces. Donc là, on est en train de réfléchir aussi avec les spirales comment faire. On va trouver des pistes, des idées. Hein. Euh, mais voilà, c'est un peu comme l'histoire de l'antenne Lakowski. On va dire que il y a un côté similaire. Je vais maintenant regarder les questions, parce que là, je parle. Hein. Sinon, j'arrête pas de parler, hein, comme d'habitude. Donc, l'énergie de l'amour, oui, ça c'est important, hein, comme Nicole disait, très important. Donc, j'aimerais bien connaître les mesures pour la spirale en forme d'entonnoir en cuivre dont tu parlais. Donc là, j'ai répondu, je pense. Salut. Voilà, les anneaux Lakowski, mettez-en maintenant sur tous les arbres fruitiers. C'est vraiment très efficace. Ils résisteront aussi beaucoup mieux aux gelées. Si jamais il y a des gelées printanières quand il y a les fleurs, bah, avec anneaux Lakowski, ils vont résister beaucoup mieux et vous pouvez même avoir des fruits, même s'il y a eu des gelées, s'ils ne sont pas trop fortes, avec les anneaux. Et là, on voit vraiment bien la différence entre les arbres avec anneaux et sans anneaux. Aussi, j'ai eu plusieurs témoignages, souvent quand on les met maintenant, par exemple les anneaux Lakowski, et qu'on a l'habitude d'avoir toujours des pucerons sur ces arbres fruitiers, ben, souvent où il y a les anneaux, il n'y a quasiment pas ou pas du tout de pucerons. Hein, voilà, donc là on voit aussi bien la différence. Il existe, oui. Quel auteur est recommandé? Auteur de quoi? Donc c'est Benoît qui pose la question. Quel auteur est recommandé? Si c'est par rapport aux antennes paratonnerres, je ne recommande pas spécialement une auteur, hein, mais en théorie, au plus haut c'est, au mieux c'est. Euh, on va dire que l'effet serait, si la hauteur est 2 mètres, serait un effet sur un rayon d'action de 2 mètres, on va dire, environ. Hein. Mais l'effet est quand même toujours plus grand, plus près de l'antenne que plus loin. Si on parle des antennes type euh, paratonnerre, hein, vous voyez. Hein. Donc, connexion avec la gouttière. Ah oui, une personne dit connexion avec la gouttière, très bon résultat avec les rosiers grimpants. Ah oui, bah, les gouttières, s'ils sont en zinc ou en métal comme ça et qui sont connectés à la terre, du toit à la terre ou que les plantes poussent le long, souvent ils poussent super bien. Je vois ça avec ma glycine aussi. C'est un peu comme si toutes les tiges ils vont vers la gouttière. Hein, on le voit aussi, les rosiers poussent bien. Ben, ça, c'est une observation d'électroculture qu'on peut faire facilement. C'est quand on se marche dans la rue, on se balade, on roule, ben, on voit que souvent au pied des gouttières ou au pied des mises à la terre des paratonnerres, des maisons, des bâtiments, ben, souvent par exemple, les rhododendrons, les azalées, ils sont beaucoup plus grands que ailleurs, que plus loin, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un effet d'électroculture. Hein. Euh, voilà. Ah oui, les antennes paratonnerres, il faut mieux s'éloigner des arbres parce que l'arbre est aussi comme une antenne, agit aussi comme une antenne. Euh, et donc, si, il faudrait, disons, il faut s'éloigner au moins de plusieurs mètres ou de ouais, je dirais, indicatif, hein, la hauteur de disons, de la distance égale à la hauteur de l'arbre. Ben, en réalité, un peu moins, hein, ça fonctionne déjà. Hein, mais voilà. Pour les spirales, y a-t-il des normes? Ah, ah oui, ça me fait rire. Donc Gisèle demande, pour les spirales, y a-t-il des normes à respecter pour la fabrication? Ah ben, il y a peut-être des normes ISO 9001 ou je dis ça pour rire. Donc, oui, oui, ben, j'ai dit là, en réalité, toutes les spirales, ils fonctionneront hein, d'une certaine façon, mais il y a toujours un optimum. Mais quelque part, selon Igina, il faut 7 spires et après un certain angle. Mais en réalité, qu'elle soit plus plate. Dans la nature, vous voyez bien les escargots aussi. Il y a un certain
une certaine proportion naturelle, vous voyez, ben, vous faites comme ça. Vous faites comme vous le sentez et ça fonctionnera très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Noguera Carlos, j'ai 4 hectares de plantes aromatiques et médicinales en bio et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous me conseillez d'installer en électroculture de forme efficace et à coût raisonnable sur la totalité de l'exploitation pour booster la production et protéger. Ah, voilà. Donc là, ça c'est une sacrée question. Hein, on va boire un petit coup d'abord. Déjà, quel est le but premier? Là, je lis exploitation. Ah, est-ce qu'on va exploiter? On va presser les plantes comme des citrons, là, un maximum. Ah non. Donc, il faut vraiment, notre intention première est vraiment importante. Si on le fait pour augmenter la vitalité, l'énergie, la qualité, ben, l'intention est beaucoup plus saine que si on le fait juste en premier pour l'argent, on va dire, ou pour juste augmenter le rendement et le bénéfice. Ouais. Que si on le fait pour augmenter la vitalité, la qualité et tout, ben, on peut aussi gagner plus d'argent, mais c'est un effet indirect. C'est un effet secondaire. Quelque part, on s'en fout. Hein, vous voyez, c'est un effet secondaire parce que même si l'économie s'effondre, notre objectif était de faire la meilleure qualité et on continue à le faire. Vous voyez, mais si c'est juste une question d'argent, ça veut dire que si on n'est pas payé, on ne le fait pas. On s'en fout. Ah, bah alors, ça marchera déjà beaucoup moins bien. Ah, voilà, ça c'est ce que je pense. Mais voilà, on peut faire de l'électroculture naturellement, hein, en plante médicinale. Euh, maintenant, les plantes médicinales, il faut comprendre chaque plante a besoin d'un terrain particulier. Un exemple, il y a des plantes qui ont besoin de pauvreté, on va dire, qui vont pousser dans le sable du Sahara, qui ne vont pas pousser sur les pentes d'un volcan. Vous voyez, ben là, il ne faudra pas mettre de sable paramagnétique pour augmenter le magnétisme terrestre, vous voyez, parce qu'il n'aime peut-être pas ça. Donc, il faut faire attention quand même, mais globalement, en général, les plantes de culture adorent ça. Les plantes de culture, en général, augmentent en taille, en croissance, en qualité, quand on augmente les forces magnétiques. Mais il y a des plantes, un exemple, l'eau, par exemple. Vous mettez trop d'eau à un cactus, il pourrit, il n'aime pas. Hein, donc, il y a des plantes qui aiment la sécheresse. Hein, il y a des plantes qui... Donc, il faut un exemple, les pyramides, par exemple. Une pyramide, on voit souvent des très bons résultats dans le sud de la France où il fait très sec, où les années très secs. Pourquoi? Parce que, et beaucoup de techniques d'électroculture, même l'antenne paratonnerre, ça attire l'eau. Donc, ça attire aussi l'eau du sous-sol. La terre est plus humide autour de la pyramide ou dans la surface de la pyramide ou autour d'une antenne paratonnerre. Mais dans les zones comme dans le nord, je sais pas moi, en Normandie, en Bretagne, en Belgique, ou parfois ici où je suis en montagne, où il peut pleuvoir, où il peut avoir des années très humides, il y a des plantes, ils vont pas aimer du tout parce qu'il y aura trop d'eau alors, vous voyez, il y aura pas assez de drainage, de temps d'assèchement. Par exemple, moi j'ai déjà eu où tous mes oignons et pommes de terre avaient pourri sous ma pyramide, mais pas un peu plus loin. Pourquoi? Parce que il faisait tellement humide que ça restait humide beaucoup plus longtemps sous la pyramide, vous voyez? Et donc du coup, ça a pourri. Maintenant, j'ai appris ma leçon. Hein? Mais donc, disons qu'il y a des techniques d'électroculture adaptées, il faut les comprendre et comme ça, on peut s'adapter et comprendre comment les utiliser. Hein? Et donc, ce que moi je ferais, c'est pour les plantes médicinales aromatiques, en général, les techniques d'électroculture en général, ils fonctionnent bien. Hein. On peut déjà mettre toutes les plantes avant de les planter ou les boutures
dans la pyramide avant de les planter. Ça, c'est déjà une chose. 1 heure ou plusieurs jours même. On peut mettre du basalte au pied des plantes, hein, pour améliorer le magnétisme du sol. On peut mettre jusqu'à 1 kilomètre carré, ou même plus. Hein. On peut dynamiser l'eau quand on fait des pulvérisations pour X raisons, s'il y a besoin. On peut mettre des tours rondes paramagnétiques. Si vous avez vu sur mon site, il y a une vidéo qui parle que de ça, 1 ou 2 vidéos, je pense. Les tours paramagnétiques, ça peut être très, très efficace sur plusieurs hectares. On peut mettre les fils de fer galvanisés reliés aux antennes magnétiques. Hein. Donc, toutes ces techniques, on peut les utiliser en combinaison, en complémentarité ensemble. Hein. On peut aussi diffuser l'énergie pyramide sur tout le terrain, même si on a déjà planté. On peut mettre, par exemple, du sable ou n'importe quelle matière sous la pyramide et après épandre cette matière sur le terrain et ça va diffuser l'effet pyramide sur tout le terrain. Donc ça peut s'appliquer aussi dans les jardins. Vous prenez du sable ou du basalte ou de la terre, n'importe, et vous mettez sous la pyramide et après vous l'épandez dans tout votre jardin. Ou ce que moi je fais, je ne l'épand pas dans tout le jardin parce que par exemple sur l'herbe et tout, entre les rangs, je l'épand pas. Je veux pas forcément que ça pousse plus vite l'herbe, mais bon, bien qu'elle pousse bien vite. Mais je vais mettre surtout au pied des plantes que j'aime bien, que je veux ou que j'aimerais qu'ils se développent ou que je veux améliorer les conditions. Ah oui, acer érable, oui. C'est pas, je sais pas, hein, la plante que je disais tout à l'heure, c'est pas acer, mais il y a palmatum et oh, ouais, je trouve plus le nom, mais je vais le mettre dans les commentaires après la vidéo quand je vais retrouver le nom. Donc, ouais, les cendres de bois. Donc, Andrea, il dit contre les limaces, on utilise les cendres de bois. Ouais, ouais, il y en a qui ont des réussites avec ça. Moi, j'ai pas trop de cendres, c'est pas bon non plus. Mais ouais, il y en a où ça marche. Hein. Donc, Edouard, oui, pour les cendres, mettre sous une tuile, poser 1 ou 2 briques ou autre abri et le matin, elles sont en dessous. Ouais. Donc voilà, on a vu sur les limaces, on a déjà vu. Donc là, on est à 25, hein, on est un groupe sympa comme la semaine passée. Hein. Peut-on... Ah, la vidéo de la semaine passée a eu un succès qui dépassait mes espérances, je dirais. Hein. Il y avait sur YouTube, il y a eu plusieurs centaines de vues. Et sur Facebook, plus de 1400, je pense. Hein. Donc, ce qui est assez impressionnant, je trouve, pour une vidéo qui dure 2 heures d'habitude. Quand je mets une vidéo en ligne, j'ai 50 à 100 vues par jour, mais pas des centaines comme ça. Et c'est souvent sur les petites vidéos, on a plus de vues que sur les grandes. Hein. Donc, vous voyez, ça vous montre aussi que l'électroculture, ces techniques sont vraiment... cette année, les gens, de plus en plus, ils cherchent des alternatives. Hein. Ma copine, Raskaoul dit, ma copine demande si elle met sa carte bancaire sous une pyramide, ça peut aider son compte en banque. Ah ben, figure-toi que il y avait un gars de Bretagne qui était venu à mon stage aussi, très sympathique, qui était un peu en difficulté, je pense, et il a acheté une pyramide et tous les jours, il mettait son portefeuille sous la pyramide. Donc, pendant la nuit ou quand il dormait ou quand il posait chez lui à la maison, il mettait sous la pyramide et il était convaincu que ça marchait. Hein. Ah, lui, il était convaincu. Ben, disons qu'une pyramide, ça augmente
tout ce qu'on a, on va dire, comme intention. On va dire que c'est comme un amplificateur d'intention, de réalisation de nos intentions, d'une certaine façon, que ce soit bonne ou mauvaise. Hein. Après, moi, je conseille que les bonnes, hein. Hein, donc, que pour faire du bien. Mais vous voyez bien que dans la société, il y a des groupes sectaires qui l'utilisent pas pour le bien. Hein. Mais voilà, je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est un problème grave dans notre société en tout cas. C'est que beaucoup de connaissances anciennes comme ça sont détournées et utilisées pour faire du mal tout en gardant le peuple ignorant. Et c'est ça qu'il faut sortir de là, il faut s'informer, sortir de l'ignorance et alors ces gens mal intentionnés perdront tout pouvoir parce que quand on sait ce qui se passe, ben, on est beaucoup moins, on n'est plus manipulé par tout ça. Comment repérer le plus et le moins de l'aimant? On va dire où le pôle sud et le pôle nord. Hein? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous répondre tout de suite à ça. Ben voilà, donc ça c'est une question de Pascal, c'est une question qui revient souvent aussi. Donc voilà, ça c'est un petit aimant anneau, vous voyez là. C'est les petits aimants anneaux que j'utilise pour mettre sur les ruches ou aussi avec lesquels je fais les antennes magnétiques avec. Hein. Donc alors j'en prends 6 comme ça. Et donc là, j'ai déjà mis un petit point rouge, un petit collant rouge pour indiquer le nord magnétique. Parce que le nord magnétique, on l'indique toujours par du rouge. Sur la boussole, par exemple, quand vous regardez une boussole, vous voyez, le nord de l'aiguille, vous voyez, donc il est rouge. Vous voyez, là, c'est rouge. Ça, c'est le nord. Donc, quand je vais mettre, par exemple, l'aimant tout près, attendez, hein, parce que là, c'est plat. Ouais. Donc là, vous voyez, quand je vais mettre l'aimant, est-ce que vous voyez? Attendez que je vois, moi. Ouais. Donc, vous voyez là, le rouge, il va repousser l'autre rouge de la boussole. Parce que le rouge de la boussole est un or magnétique. Mais si maintenant je retourne l'aimant, regardez. Allez, ça n'a pas marché. Ah, mais c'est parce que ma boussole est à... Attendez, je vais faire comme ça, c'est parce qu'il est... Voilà. Maintenant, ça va fonctionner. Regarde. Parce que je dois le mettre à l'horizontale. Hein. Donc, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez. Ah oui. Ouais, je vais mettre à l'horizontale. Comme ça. Donc là, je vais mettre comme ça. Ouais. Donc là, vous voyez le rouge, il va être attiré par le sud magnétique de la boussole. Ah, donc c'est l'aiguille, la partie blanche. Et quand je vais mettre l'autre côté l'aimant, je tourne, vous voyez, hop, c'est la partie rouge. Et en champ magnétique, c'est toujours les pôles opposés qui s'attirent. Et donc, quand le rouge, vous voyez le rouge de la boussole, donc le rouge de la boussole, c'est le nord magnétique, il va être attiré par un sud magnétique. Donc vous savez que sur l'aimant, là, la partie qui est attirée par le rouge de la boussole, donc cette partie est un sud magnétique. Et l'autre partie, donc je vais le tourner, hop, ça c'est un nord magnétique au côté aimant, vous voyez? Voilà. Donc là, vous savez maintenant, ça c'est le nord magnétique et l'autre côté est le sud magnétique. Voilà. Et quand maintenant vous mettez la boussole comme ça et qu'il indique le rouge par là, ça veut dire que là-bas, il y a le nord de la Terre. Mais en réalité, ce qu'on appelle le nord de la Terre, en termes physiques magnétiques, c'est un sud magnétique. Vous voyez? C'est pour ça que le rouge est attiré par le nord ou dirige vers le nord de la Terre. Parce que le nord qu'on appelle géographique ou le nord courant ou même qu'on appelle nord magnétique courant dans le langage courant, en réalité, c'est un sud magnétique. Vous voyez? Mais voilà, ça embrouille. Hein. Souvent, les scientifiques, ils nous embrouillent comme ça.
Mais, mais voilà, comme ça, vous savez hein, comment le détecter. Hein. Donc, le rouge, il va être attiré par un sud magnétique et le blanc, là, il va être attiré par le nord magnétique. Voilà, sur l'aimant. Voilà. Donc, comme ça, vous savez. Donc, les pôles, il faut comprendre que les pôles opposés s'attirent et les pôles similaires se repoussent. Voilà. Donc, un nord magnétique va être repoussé par un nord magnétique. Un sud magnétique va être repoussé par un sud magnétique et un nord magnétique va être attiré par un sud magnétique. Voilà. Quand tu dis mettez sous les pyramides, c'est en dessous ou dedans? Ah oui, ça c'est aussi une question. Hein. Donc, c'est dans la pyramide. Ah, en dessous, dedans, on va dire. Hein, quand c'est une pyramide en baguette. Voilà. Vous voyez, là, une pyramide. Hein. Donc, je vais la poser. Je ne sais pas si vous voyez là. Oh, attendez. Ben, vous voyez, donc, quand je dis mettre en dessous, ben, c'est vraiment de mettre dedans. Hein. Ici, en dessous, il y aura aussi des effets, mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus fort dedans. Et dans les angles, c'est aussi très fort l'énergie. Et ici, dans la tête, juste au-dessus ou là en dessous, c'est très fort aussi l'énergie. Hein. Mais dans la pratique, ben, vous verrez dans le jardin, les plantes les plus grandes, ils vont souvent être dans les angles, vous voyez, hein, ou au milieu. Mais autour, là, il vont aussi être plus grands, hein, mais moins grands que dans les angles. Et après, dans la pyramide, tout ce qui est dans la pyramide sera quand même plus grand que tout ce qui est à l'extérieur. Après, ça agit quand même encore un peu à l'extérieur, mais je dirais sur quelques centimètres autour, pas plus. Hein. Même une grande pyramide, hein, ça agira sur quelques centimètres autour, pas plus. Hein. Voilà. Donc j'espère. Ah oui, et la pyramide, c'est important aussi de l'orienter. Donc si vous avez la boussole, bah, de l'orienter selon la boussole, comme ça en parallèle, hein, vous voyez. Hein. Donc je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Mais il ne faut pas la mettre comme ça, par exemple. Hein. Il ne faut pas la mettre de travers par rapport au champ magnétique. Non, il faut la mettre dans la même direction que le champ magnétique. Hein. Ça, c'est important. Sinon, ça fonctionne. C'est un peu comme si on ne branche pas le courant, on va dire. Hein. C'est vraiment en résonance avec le champ magnétique terrestre. Hein. C'est vraiment important, ça. Ah, ça aussi pour. Si vous voulez savoir quel est le nord magnétique et le sud magnétique, ben vous avez aussi des aimants comme ça, vous voyez, où c'est indiqué dessus, où il y a marqué, par exemple, là, nord magnétique, le nord, le rouge, vous voyez, le nord, et là, l'autre côté, sud, vous voyez, voilà. Et donc, comme ça, ben, vous pouvez prendre un aimant, par exemple, on retourne avec le petit aimant, ben, le nord, le rouge, ben, il repousse, ça ne marche pas. Et l'autre côté, le sud magnétique, il est attiré par le nord. Vous voyez, là, il colle dessus. Mais l'autre côté, impossible de le faire coller. Hein. Donc ça, c'est un aimant aussi, mais où c'est indiqué dessus. Hein. Donc, vous voyez. Donc ça, c'est bien à voir comme témoin. Hein. En général, lors des stages, j'en donne un comme ça. Mais sinon, ça coûte pas cher. Vous trouvez ça assez facilement sur Internet. Mais si vous en voulez vraiment un et que vous commandez quelque chose chez moi, ben vous me le précisez et je vous en mets un avec. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, la boussole, faites attention parce que la boussole, si vous allez le mettre trop près d'un aimant contre, là je garde toujours quelques centimètres, hein, vous avez remarqué, parce que si je le mets contre, alors ça va déboussoler la boussole, parce que la boussole est très sensible. Elle est sensible au champ magnétique terrestre qui fait un demi-gauss de puissance, vous voyez.
que ça fait peut-être 1500, 2000 Gauss, vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus puissant que le champ magnétique terrestre. Et donc, ça va être trop puissant et alors ça va dérégler la boussole. Et alors, souvent, elle fonctionne à l'envers après, ou elle fonctionne plus du tout. Donc, il faut jamais mettre contre parce que si après, elle fonctionne à l'envers, ben, alors vous allez tout mettre à l'envers. Vous voyez, si vous faites attention à votre boussole. Donc, bien vérifier qu'elle fonctionne bien, la boussole, toujours. Euh, Quand vous utilisez une boussole, toujours s'éloigner au moins, je dirais, d'1 mètre de tout ce qui est objet métallique, tout ça, parce que ça influence, ça va dévier le champ magnétique terrestre. Ou des aimants, je dirais, au moins 1 mètre, si vous voulez vérifier dans votre jardin ou champ, faites attention. Même la terre, hein, s'il y a des bouts de fer ou des roches ferriques, ça peut aussi influencer. Donc, il vaut mieux aussi mesurer un peu à distance de la terre le champ magnétique terrestre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ces questions. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer. Hauteur du lit du roi au centre. Ah, par rapport à la pyramide, la plupart des pyramides dans le monde, il n'y a pas forcément de chambre à l'intérieur, hein. Mais il y a plutôt comme un escalier qui monte et ils faisaient le rituel au niveau de la pointe au-dessus. Vous voyez? Maintenant, c'est que la grande pyramide d'Égypte, là, où il y a une chambre à 1 tiers de hauteur, on va dire, hein, où il y a beaucoup d'énergie. Euh, mais dans la pointe, pour moi, il y a plus d'énergie encore qu'1 tiers de hauteur, hein. Ou peut-être égal. Il y a vraiment de l'énergie partout dans la pyramide. Après, on a encore beaucoup à découvrir, sûrement. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions qui sont dans les messages ou pas? Je vérifie. Je vais boire la gorge sèche. Je pense que j'ai abordé quelques questions. Donc là, une pyramide en bambou. Oui, ça peut fonctionner. On va dire que les pyramides, ils fonctionnent dans beaucoup de matières, mais sur les plantes, ça fonctionnera nettement mieux en cuivre, hein, comme je l'ai déjà dit, hein. Donc, si vous faites une pyramide en bambou, ou en bois, ou en tasseau, ou en litho, comme certains l'ont fait, mettez un fil de cuivre tout le long et vous verrez, ça sera nettement plus efficace, hein. Parce que peut-être qu'en bambou, en bois ou en métal, vous verrez peut-être à peine des résultats ou vous verrez même pas de résultats. Et dès que vous allez mettre le fil de cuivre ou un tube de cuivre, mais un fil ça suffit, vous allez voir des résultats, hein. Donc j'ai eu le témoignage comme ça. J'en ai déjà eu plusieurs comme ça, hein. Donc ça c'est important à savoir. Mais on peut facilement faire plusieurs pyramides comme ça en bois. Ça coûte moins cher naturellement que de faire en cuivre plein, en tube, hein. Ouais. Donc une question qui revient souvent, c'est comment commencer au jardin avec l'électroculture, hein, pour quelqu'un qui découvre. Comme je disais au début de ce live, on peut utiliser des antennes type paratonnerre qu'on peut mettre à quelques endroits du jardin. Et alors là, on voit déjà que ça poussera mieux autour de l'antenne. Et après, pour aller plus loin, on peut rajouter du basalte si on veut pour améliorer la terre, le magnétisme de la terre, l'autofertilité de la terre. Et si on veut encore aller plus loin, on peut aussi mettre des antennes magnétiques. Donc, c'est mettre des fils de fer galvanisé nord-sud à différents endroits. Même si le jardin est orienté est-ouest ou d'autres directions, ça n'a pas d'importance. Mais on peut mettre les antennes magnétiques nord-sud et reliées à l'antenne magnétique. Et ça agit alors tout le long du fil sur des grandes surfaces, hein. Ça peut même faire des centaines de mètres dans les champs. Et on peut aussi mettre des tours rondes, les tours rondes paramagnétiques.
Donc là, je pense faire une petite vidéo de mon jardin parce que j'ai remarqué quelque chose là, c'était avant-hier, c'est que l'herbe est beaucoup plus verte dans mon potager on va dire, ouais, dans tout le potager où je fais de l'électroculture. Et quand on regarde de l'herbe dans les prairies autour, ben là, elle est toute jaune, tout jaunâtre de l'hiver, on va dire. Et dans mon jardin, c'est tout vert. Moi, j'ai montré à un ami, qui l'a vu aussi, parce que je me dis, est-ce que c'est une vision d'optique ou hein, j'ai fait vérifier par un ami, il m'a dit, ouais, effectivement, il y a vraiment quelque chose. Et donc, et c'est maintenant qu'on le voit bien, parce que peut-être que dans quelques jours ou semaines, on le verra plus à cause que l'herbe va commencer à pousser partout avec le soleil et le beau temps qu'il y a. Hein. Donc, je vais essayer de filmer ça, de vous montrer ça dans les prochains jours. Une question qui est venue aussi hier ou avant-hier, c'est comment dynamiser de l'eau avec une pyramide? Ben là, c'est simple aussi. Vous pouvez, si vous faites une pyramide d'un mètre, 2 mètres de diamètre dans votre jardin, ou près de votre jardin, vous pouvez facilement mettre vos arrosoirs d'eau dedans toute la nuit, par exemple, ou avant d'arroser. Ça agira déjà. Ça va déjà avoir un effet sur l'eau, la pyramide. Euh, il y en a un, il disait, est-ce que je dois plonger ma pyramide dans le récipient d'eau complètement? Ça, voilà, c'est la pyramide sous-marine, on va dire. Je connaissais pas encore, hein. Mais c'est rigolo. Est-ce qu'une pyramide fonctionne sous l'eau? Une question que je me pose. Je pense que oui. Je pense que ça peut aussi fonctionner. Hein, c'est rigolo, mais je pense que ça peut aussi fonctionner. Peut-être qu'il y aura des effets qui aura moins, d'autres plus. Parce qu'une pyramide, c'est assez complexe dans les différents effets aussi que ça peut avoir. Hein. Mais on va dire globalement, il suffit de passer l'eau dedans ou de le faire reposer dedans. Alors, on le remarque bien avec du café, du thé, du vin, dans la pyramide, c'est vraiment beaucoup amélioré et ça va développer les arômes naturels. Euh, on le vieillir naturellement, on va dire. On remarque bien la différence. Je prends mes aimants dans les vieux amplificateurs. Oui, oui, on peut aussi récupérer des aimants de vieux amplificateurs, d'eau-parleurs et faire de l'électroculture avec. Hein. J'ai conseillé ça à plusieurs personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et ça marche aussi. Hein. Donc, une pyramide en bambou, et je sais que de voir. Ah oui, je serais curieux de voir une photo Kirlian d'une pyramide, oui. Moi aussi, ça m'intéresserait d'ailleurs. Hein. J'ai pas d'appareil Kirlian. J'avais connu dans le passé une personne qui avait un appareil, mais il est décédé malheureusement. Et mais dans mon entourage proche, je connais personne avec un appareil de vision, on va dire, de l'effet Kirlian, mais ce serait intéressant. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Euh, Maintenant, l'effet Kirlian, j'ai un livre là-dessus pour les bricoleurs. Il y a des livres qui expliquent bien comment faire. Hein. On peut fabriquer soi-même. Maintenant, il faut connaître un peu d'électronique et pour faire ça. Euh, après, j'ai un autre appareil qui s'appelle le NEV. C'est New Energy Vision de Harry Oldfield. Et avec ça, on peut voir les effets des pyramides aussi. Donc ça, c'est pas vraiment l'effet Kirlian, mais il faut savoir que Harry Oldfield, il était spécialiste. Il a commencé ses expériences avec des appareils Kirlian, avec l'effet Kirlian dans les années, je pense, les années 70, je pense. Et après, il a développé ses propres méthodes qu'il appelle le NEV, qui est plutôt une sorte de caméra qui va analyser la lumière.
c'est encore un peu différent que l'effet Kirlian. L'effet Kirlian, il va mettre de la haute tension et après analyser le champ électrique autour d'un objet. Que le NEV, il va juste analyser la lumière, mais avec des logiciels qui fait que on peut voir des subtiles différences dans les couleurs de la lumière, dans le jeu de la lumière, dans les ombres, dans tout ça, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein. Donc maintenant, avec la technologie actuelle, c'est encore plus facile que dans les années 70. Et c'est vraiment très, très, très puissant. Je peux vous dire que c'est très, très intéressant. On peut même reconnaître les chakras. On peut voir sur les lieux énergétiques, on peut voir comme des vortex d'énergie ou des lieux où il y a comme de l'énergie qui sort de la Terre. On peut le voir ça avec cette caméra. Donc ça, c'est le NEV, New Energy Vision. J'en ai un comme ça, j'ai déjà fait quelques expériences. Mais il me manque un peu le temps. Mais voilà, c'est un outil d'exploration de l'énergétique, on va dire, de l'invisible, ou rendre l'invisible visible, on va dire ça comme ça. J'ai pu déjà avec ça observer les chutes de Niagara. Quand j'avais été au Canada, j'ai été avec mon ordinateur et ce logiciel faire des expériences aux chutes de Niagara. C'est spécial. J'ai aussi observé des champs où j'ai installé des antennes et où j'ai vu les phénomènes. On va dire que ça fait comme un vortex, un entonnoir vers le ciel et vers la terre, comme ça. Vous voyez, comme ça. Ça, c'est ce que j'ai observé. C'est comme si l'énergie de la terre touche l'énergie du ciel. Hein. Où il n'y a pas les antennes ou pas ces choses énergétiques, là, il y a comme toutes des couches horizontales énergétiques, mais c'est pas connecté l'un à l'autre. Et que quand on fait ce travail énergétique, c'est comme si c'est connecté l'un à l'autre. J'en ai même des frissons, vous voyez, hein, d'en parler, parce que je ressens ça comme ça. Mais c'est comme si on connecte le ciel à la terre au ciel. Et ça, c'est très important quand je mets certaines antennes magnétiques en place, je fais comme un rituel, une prière où je dis que je relie le ciel à la terre et la terre au ciel. Et alors, je sens comme une énergie me traverser. Alors, je me dis, ouais, là, c'est bon. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, c'est ça. On est tous des antennes qui relient les énergies du ciel à la terre au ciel. Et ça, c'est bien. On en prend bien conscience aussi quand on lit le livre de Matteo Tavera, La mission sacrée, ou Sacred Mission en anglais. Il a été traduit. Mais en français, c'est La mission sacrée. Et Matteo Tavera, lui, c'était un des fondateurs du mouvement Nature et Progrès. Et après, c'est devenu quelque part les mouvements du bio, le bio en France. Nature et Progrès, c'est vraiment une des premières organisations qui s'est occupée du bio ou de la culture naturelle ou sans produits chimiques, tout ça, pour essayer d'avoir des cultures saines, sans produits et de meilleure qualité. Et Matteo Tavera était un des fondateurs. Et lui, il a observé la nature et il a écrit ses observations. Et ça concerne tous les phénomènes énergétiques, électriques, magnétiques, ce qu'il a observé dans la nature. Et c'est marrant que beaucoup dans le monde du bio, ils ne connaissent pas leurs racines quelque part, ils ne connaissent pas les racines du mouvement bio et ils ne connaissent pas ce livre de Matteo Tavera. Vous voyez, parce que ça rejoint aussi beaucoup de choses qu'on lit dans la spiritualité aussi, par rapport à la reliance du ciel à la terre, terre au ciel, mais ça revient à ça. C'est un peu sa conclusion du livre, de ses observations, c'est qu'on est tous des antennes. Une plante est une antenne, un humain est une antenne, une vache est une antenne, un oiseau est une antenne. On est tous des antennes qui échangent des énergies et qui captent des énergies. Et si on coupe ces énergies, alors
ils commencent à avoir des maladies, ils commencent à avoir plein de problèmes. Oui. Si maintenant on coupe nos cheveux, hop, bah, c'est toutes des antennes. Après, moi, j'en ai plus beaucoup là. Ah, mais j'en ai beaucoup là et j'en ai là. Oui. Ça fait des pointes. Il y en a, il disait pour rigoler, il lance la mode, les sourcils pointus. Oui, ben moi, j'appelle ça mes antennes. J'aime bien. Voilà, c'est comme ça. C'est un modèle comme ça. Je suis un modèle comme ça. Mais on a chacun nos particularités. Et bah, ce sont vraiment des antennes, hein. Donc, les poils sur les feuilles, on appelle ça des trichomes, c'est toutes des antennes. Une plante malade va avoir d'autres antennes qu'une plante saine. Et les animaux, ils reconnaissent, hein, ou les insectes, ils reconnaissent, parce qu'ils communiquent avec leurs antennes, avec les vibrations, ils reconnaissent les plantes malades, les plus faibles, et vont attaquer ceux-là. Attaquer, juste se nourrir, ils vont reconnaître leur nourriture, on va dire tout simplement. Voilà. Hello, peux-tu nous parler un peu de ce que tu penses des travaux de Luigi Ichina? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure déjà. J'en reparlerai, je ferai une vidéo que sur lui, hein, un jour. Avec une antenne de Lakowski, cela marche aussi comme une pyramide pour les aliments ou de l'eau. Oui, l'antenne Lakowski peut aussi être utilisée pour dynamiser l'eau. Ça marche très bien. J'ai eu un témoignage comme ça d'une personne qui faisait des haricots. Il avait la maladie de la rouille sur ses haricots. Donc, c'était des haricots en hors-sol, dans une petite serre en plein Bruxelles. Et il avait la maladie de la rouille. C'est une sorte de maladie fongique qui fait que c'est comme si les feuilles y rouillent. Ça fait des couleurs un peu rougeâtres, comme de la rouille. Et donc il a mis un circuit Lakowski, on va dire un cercle en cuivre, tout autour de sa cuve d'eau. C'était une cuve carrée, donc c'était même pas vraiment un cercle. Il a mis ça autour de sa cuve et il dit que toutes les nouvelles feuilles sur ces haricots étaient saines, il n'y avait plus de maladie de la rouille. Hein, donc ça avait stoppé net ces maladies, simplement en mettant un fil de cuivre autour de sa cuve, même pas dans l'eau, hein, autour, par l'effet Lakowski. Hein, donc c'est très intéressant. Mais moi, je le fais, par exemple, aussi sur du kéfir. J'ai du kéfir que j'ai depuis quelques années. Pour ceux qui connaissent, ben, le kéfir, tous les quelques jours, il faut changer l'eau ou le boire, hein, ou l'utiliser, et remettre et redonner du sucre et de la nourriture, on va dire, ou un morceau de fruit ou avec. Et si on ne le fait pas pendant quelques semaines, ben, le kéfir, il meurt. C'est comme un champignon, hein, c'est comme des cristaux, hein, c'est un peu blanchâtre, un peu comme ça. C'est comme des cristaux, comme ça. Et alors, quand il meurt, il devient comme poudreux. Ah, voilà. Ben, avant, au début, on s'en occupe beaucoup de son kéfir. C'est vivant, on va dire. Et après, au fil du temps, on laisse un peu traîner ou on l'utilise moins. Et alors, on le nourrit moins, on s'en occupe moins. Et alors, il meurt. Et là, ce que moi j'ai fait, j'ai mis un circuit Lakowski. Donc, j'ai mis juste un anneau Lakowski sur ma bouteille, à c'est un bocal, un grand bocal de kéfir, c'est un bocal d'1,5 litre. Et je peux vous dire que vraiment, il tient beaucoup plus longtemps. Maintenant, je peux sans problème le laisser 1 semaine, 2 semaines sans le nourrir. Il est en pleine forme encore. Et après, je lui redonne du sucre et tout. Et il se redéveloppe. Mais vraiment, c'est vraiment nuit et jour une grande différence, hein. Donc, ça montre bien l'effet du circuit Lakowski aussi, hein. Parce qu'avant, je n'avais pas autant de succès avec le kéfir, honnêtement. Moustaches des chats aussi sont des antennes. Oui, ça, certainement. Les animaux, c'est aussi très intéressant, la communication télépathique ou intuitive avec les animaux. J'en parlerai si vous voulez. J'ai eu quelques expériences comme ça aussi. C'est aussi un domaine qui est en plein développement, hein.
Mon kéfir est résistant même sans le nourrir depuis des mois. Ah ben, qui novembre a un kéfir résistant. Ah, il est dans la résistance. Ouais, bah, c'est très bien, très bien. C'est que les énergies doivent être assez bonnes. Où est ton kéfir là? J'ai l'impression. C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est vraiment vivant, hein. Il y a peut-être que le lieu joue aussi. Il y a beaucoup de choses, hein. Mais c'est vraiment en résonance aussi avec l'énergie qu'il y a autour, hein, je pense. Ouais. Euh, voilà, voilà. Je vais voir, là on est déjà ouais, 1h25. Je vais faire moins long que la semaine passée parce que la semaine passée on a fait 2 heures. Je voudrais limiter dans le futur à 1 heure par semaine ou 1 heure par live pour pas faire des vidéos trop longues. Mais là je voudrais peut-être encore dire 2, 3 choses. Euh, ah oui, j'ai fait une vidéo, vous avez peut-être vu, c'est la technique de plantation de Ellen White. Donc là, ça c'est à découvrir. J'ai fait une vidéo là-dessus pour faire connaître, parce que ça rejoint plusieurs aspects de l'électroculture. Donc je vous la laisse découvrir. C'est la vidéo où vous voyez, donc, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Vous voyez, ça c'est une technique de plantation où, où il y a l'arbre qui est mis sur un gros rocher. Hein, donc, on met un gros rocher, vraiment, on met les racines dessus. Et on met une conserve autour du tronc, au pied du tronc. Et on met une couche, une chambre à air. Donc, on met, pas une chambre à air, une cavité avec de l'air tout en bas, une couche de roche, de nouveau de la terre et après de nouveau une grosse pierre. Et ce qui m'a vraiment intéressé, frappé dans cette technique, c'est le fait de mettre cette pierre et cette chambre à air tout en bas et la conserve. Parce que la conserve, ça c'est vraiment une technique d'électroculture, on va dire, hein. Et donc du coup, ça m'a vraiment intéressé. Ouais, après, il faut pas faire attention à ce que j'ai écrit là, c'était pour autre chose. Mais après, on peut rajouter des choses d'électroculture, hein. On peut mettre encore un circuit Lakowski avec du basalte, euh, un fil à un aimant si on veut, des micro-organismes. Mais la technique en elle-même est très intéressante. Après, elle demande beaucoup de travail, mais elle est très intéressante à expérimenter parce qu'après, travailler un peu pour planter un arbre fruitier, ça vaut la peine si après l'arbre, il vous le redonne au centuple avec des beaux fruits, hein. Hein, c'est qu'on travaille une fois et après, ça influence euh, pendant des décennies la vie de l'arbre. Donc ça vaut la peine, hein. Voilà, voilà. Ben, je vous laisse découvrir ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet, c'est en anglais. Et il y en a qui mettent même des fausses informations, j'ai vu, parce qu'ils se trompent, ils ont mal interprété, ils ont fait tout de travers. Mais c'est pour ça. Un exemple, je vais vous donner l'exemple, hein. Un exemple, ça c'est ce que je diffuse sur le site que j'ai trouvé sur Internet, mais qu'on retrouve quasiment plus. Vous voyez, là c'est la bonne succession des couches. Mais dans un autre document qu'on trouve plus facilement sur Internet, ben, c'est tout de travers. Regardez là. C'est plus joli naturellement, hein. Il a joué avec son informatique là. Mais vous voyez là, il s'est trompé parce qu'il a mis il a mis la chambre à air là, la cavité d'air au-dessus des roches au lieu de la mettre en dessous. Vous voyez, il s'est trompé là. Donc vous voyez, il y en a. Parfois, ils font à la va-vite, ou peut-être pas à la va-vite, mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils refont un document beau, mais ils se trompent. Voilà. Et après, ça diffuse des informations trompeuses. Ça, c'est très dommage. Mais j'avais vu ça par hasard. Ah, pas par hasard, j'avais remarqué ça. Je me dis, mais c'est bizarre. Ça m'a l'air
il y a un problème. Je sentais que c'était pas juste. Et après, j'ai regardé tous les documents que j'avais trouvés sur le sujet et j'ai trouvé l'original, ce qui est juste. Hein. Et c'est la logique, on va dire. Il faut suivre ses intuitions. Hein. C'est la logique. Et je pense que c'est aussi très intéressant dans les zones secs. Pourquoi? Parce que la cavité d'air, là, quand l'air va circuler à travers l'air humide, ça va condenser sur les parois. Parce qu'en profondeur, le sol est toujours plus frais. Et quand l'air va circuler, ben, ça va condenser, ça va faire quelque part toujours de l'humidité pour la plante. Ouais. Et les roches aussi. Le fait qu'il y ait des roches à différentes profondeurs, ben, ça fait différentes températures de roches. Et ça peut aussi générer des sortes de micro-courants électriques. Et ça, c'est aussi, et ça m'a donné une idée de mesurer, de mettre une fois une électrode. Je vous invite aussi à le faire si vous le faites. N'hésitez pas à me témoigner de vos résultats, de vos observations. Mais c'est de mettre une électrode en profondeur du sol et après un au niveau du sol et de comparer le voltage. Ce serait très intéressant. Peut-être qu'avec cette technique, le voltage est peut-être plus grand. Vous voyez. Ouais. Il faut savoir que les racines, ils poussent toujours vers le moins. Ouais, vers le moins, vers le pôle négatif, vers le moins en termes électriques. Parce que les racines vont suivre le, comment dire, ils vont pousser vers le moins. Voilà, c'est comme ça. Les parties hautes, ils vont pousser vers le plus toujours. Si maintenant on met le pôle moins en surface, alors les racines, ils poussent vers le haut. Si on met le pôle moins en dessous, dans la nature, c'est comme ça, alors les racines poussent vers le bas. Mais si le sol est trop pollué de produits chimiques, tout ça, alors ça s'oxyde et ça devient des ions positifs en dessous. Alors les racines, ils vont vers la surface parce que c'est là qu'il y a encore un peu de vie et des antioxydants et des ions négatifs. Vous voyez? Ah. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Ça, c'est très, très intéressant. Euh, et ça montre aussi les dégâts que peut faire la pollution hein, chimique ou autre, parce que tous les engrais chimiques, les pesticides, tout ça, après, ça se transforme dans d'autres produits chimiques. Vous voyez? Et ces autres produits chimiques sont des ions positifs en général, ou chargés positivement. Et ça pollue les sols et ça crée des milieux oxydatifs hein, en général et donc propice aux maladies. Et donc du coup, ils ont de plus en plus de maladies. Voilà. Voilà. Et donc il faut renverser cette vapeur. Donc c'est déjà utiliser le moins possible de ces produits ou plus du tout. Et restimuler la vie, restimuler tous les processus naturels pour renverser la vapeur et recréer un milieu vivant, un milieu qui sera alors électriquement beaucoup plus sain aussi, où les plantes pourront pousser normalement avec les racines vers le bas, hein, au lieu de vers la surface. Petite question, est-ce que la pyramide nubienne fonctionne aussi bien que la pyramide de Khéops sur les cultures ou pour dynamiser l'eau? Oui, donc Damien, qui était aussi venu au stage déjà, donc il connaît déjà aussi beaucoup de choses au niveau électroculture. Oui, donc là, on a remarqué, j'ai encore eu des témoignages avec la pyramide nubienne, ça a l'air vraiment de super bien fonctionner sur les plantes aussi. Hein. On ne peut pas dire si l'un fonctionne mieux que l'autre, que la pyramide classique, par exemple, parce qu'il faudrait vraiment comparer pour vérifier. On n'a pas encore fait ça. Hein, je n'ai pas encore eu de témoignage comme ça. Mais je remarque que les témoignages avec la pyramide nubienne sur les plantes sont aussi excellentes. Hein. J'en ai encore eu une il n'y a pas longtemps. J'essaie de réfléchir laquelle c'était. Non, mais c'est vraiment, ça fonctionne très bien. J'en avais une,
sur des pommes de terre l'année passée aussi, avec très bons résultats avec la pyramide nubienne. Sur des semis aussi, très bons résultats avec la pyramide nubienne. Donc, non, elle est vraiment très intéressante aussi, hein. Ça a l'air de fonctionner tout aussi bien. Ouais. Ah oui, donc là, on est la saison, j'ai remarqué tout à l'heure, où les oiseaux chantent. Là, ils commencent vraiment à chanter énormément. Et on voit que là, et je le dis ça depuis des années, hein, depuis 20 ans, au printemps, d'abord les oiseaux chantent et après les graines germent. Vous voyez, maintenant faites attention, vous verrez, c'est très intéressant. Ben, c'est que maintenant les oiseaux, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Quand il fait beau un peu le matin et le soir même la journée, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Et après, vous allez voir toutes les semences, ils vont commencer à germer, les mauvaises herbes, les plantes dans la nature, ça va germer de partout. Et il faut savoir que une plante qui baigne dans les champs d'oiseaux, dans les sons naturels, bah, elle va faire beaucoup plus de stomates. Donc, c'est les petites ouvertures sur les feuilles. Hein, donc, c'est des stomates. C'est les petites ouvertures par lesquelles elle respire. Hein, donc, au microscope ou avec une loupe, on peut les voir sur certaines plantes. Hein. Et donc, quand elle baigne dans des champs d'oiseaux, donc dans le milieu naturel, il y a des champs d'oiseaux, hein, bien qu'il y en a 80% moins d'oiseaux qu'il y a 50 ans, je pense, hein, selon ce qu'on lit dans les recherches. Donc, on est dans un vide, dans un silence, dans une catastrophe écologique sans précédent, hein, on va dire, hein, mais il y a quand même encore des champs d'oiseaux, heureusement. Parce que peut-être que nous, on peut dire qu'on connaît encore les chants d'oiseaux, mais est-ce que nos enfants vont encore pouvoir se rendre compte que ça existe, que ça a existé le matin, plein de chants d'oiseaux, pas sûr, hein, ça dépend où ils sont nés aussi, hein, et où ils vivent, et si leurs parents leur a fait faire attention à ça aussi peut-être. Hein, mais peut-être qu'il y aura des zones où il n'y aura plus de chants d'oiseaux. Mais pour revenir à ça, donc quand il y a beaucoup de chants d'oiseaux, ou quand une plante pousse dans un milieu sonore, elle fait beaucoup plus de stomates. Et ces stomates, elle en a besoin pour la respiration. C'est l'échange oxygène-dioxyde de carbone. Donc elle capte le dioxyde de carbone, elle va pousser, elle va capter cette énergie, elle va transformer en glucose, en différentes molécules énergétiques, et elle va rejeter de l'oxygène. Hein, c'est grâce aux plantes qu'on peut respirer. Hein, c'est grâce aux plantes qu'on a un taux d'oxygène de 20% dans l'atmosphère. Il faut savoir, on a besoin d'oxygène, on a besoin environ de, je pense, 12-13% dans l'atmosphère. En dessous de ce taux-là, au suffoque. Hein, il paraît. Hein, c'est un peu ce que j'ai appris. Il faut savoir que, par exemple, dans la cité de Mexico, il n'y a plus que 15% de taux d'oxygène à cause de la pollution, le manque d'arbres, la désertification, la chaleur. Parce que quand il fait froid, il y a plus d'oxygène que quand il fait chaud aussi. Mais en général, c'est surtout la désertification, hein, le manque d'arbres. Donc, ce qui est important là, on nous parle, on nous bassine de réchauffement climatique, de changement climatique, de pollution, de machin, du CO2. Mais le CO2, à la limite, on s'en fout. Le CO2, s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. Ça augmente la croissance des plantes. Hein. Et que même qu'il y en ait le double, on peut respirer tout aussi bien, ça pose aucun problème le CO2. Après, informez-vous, hein, il y a beaucoup de désinformations autour de tout ça. Mais ce qui est important, c'est l'oxygène. Là, s'il n'y a plus de forêt, plus tout ça, on va suffoquer. On n'aura plus assez d'oxygène, on n'aura plus d'énergie. Vous voyez? Allez une fois en montagne à 4000 mètres d'altitude et essayez de faire un sprint. Vous allez voir ce que c'est quand vous n'avez pas l'habitude. Ben, c'est vraiment de l'énergie, l'oxygène, hein, si on n'a pas assez d'oxygène. Maintenant, pour revenir à l'électroculture, c'est pas que l'oxygène, c'est aussi l'énergie dans l'air, les ions.
il y a eu des recherches, mais il faudrait que je retrouve les références de ça. C'est où ils ont, on va dire, aseptisé l'air. Ils ont fait qu'il n'y a plus d'ions dans l'air. Ah, le mot aseptisé n'est pas le mot correct, hein. Mais ils ont fait qu'il n'y a plus d'ions électriques dans l'air, mais toujours autant d'oxygène et des différents éléments. Ben, les mammifères, ils meurent parce qu'on a besoin de ces ions électriques. Donc, c'est pas juste l'oxygène qu'on a besoin, c'est une certaine, ouais, une certaine charge électrique dans l'air. Hein. Ça, c'est important à savoir aussi. Et ça, c'est de l'énergie. L'électricité, c'est encore quelque chose de très mystérieux. On en découvre encore tous les jours sur l'électricité. Ce qu'on en savait il y a un siècle sur l'électricité, bah, c'est rien par rapport à ce qu'on en sait aujourd'hui. Et ce qu'on en sait aujourd'hui sera rien par rapport à ce qu'on en sait dans un siècle, vous voyez. Donc, on est encore au début de découverte de qu'est-ce qu'est l'électricité. C'est très complexe. Ben, on a besoin de cette énergie-là pour vivre, tout simplement. Toute vie est aussi un processus électrique, mais tout processus électrique n'est pas forcément de la vie. Vous voyez, un robot, on ne peut pas dire qu'il est vivant, mais il y a plein d'électricité aussi. Vous voyez, donc mais un être humain ou un mammifère ou une plante est plein d'électricité aussi. Si on coupe toute cette électricité, il est mort. Mais l'électricité en lui-même ne suffit pas pour dire qu'il est vivant. Mais tout phénomène vivant a des phénomènes électriques. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important aussi à comprendre, à savoir, à s'en rendre compte. Ah ben, merci Sébastien, dit je suis bien d'accord avec toi, Kinov. Yannick est un super pédagogue dans sa voix et comment il transmet. Ah ben, merci beaucoup, hein. Ça me fait plaisir, naturellement. Ben, c'est aussi grâce à tous vos encouragements que je continue, hein. Pourquoi je fais tout ça aussi, c'est que si je fais pas ça, je suis malheureux, hein. C'est tout simplement. Et il y a plusieurs fois dans ma vie, hein, surtout au début, hein, quand je sortais de mes études ou pendant mes études, et les amis me disaient, ah, pourquoi tu fais pas normal? Cherche-toi un travail normal, fais normal, et toutes les choses bizarres, fais ça juste pendant tes hobbies ou quoi, mais ce sera plus facile la vie si tu fais normal et que tu trouves un boulot normal, et donc, on va dire boulot métro dodo, et voilà. Bah, et parfois, j'avais des difficultés dans la vie, alors j'ai fait ça, j'ai cherché un boulot normal, comme on dit. Et alors là, je me sentais de plus en plus déprimé, pas bien. Et après, il y avait toujours un déclic qui faisait que, hop, je démissionnais. Pourtant, ils étaient souvent très contents de moi hein, quand j'ai fait un boulot, hein. J'ai pas beaucoup travaillé pour d'autres, honnêtement, hein. Le plus long que j'ai fait, c'est 6 mois. Et, mais après, j'avais de nouveau un client qui était intéressé dans la musique et les plantes, par exemple. J'ai recommencé à faire ça, ou à faire traitement électromagnétique de l'eau et ses services, ou électroculture. Et alors, hop, c'était de nouveau reparti. Après, il y a un tas de coïncidences, synchronicités qui se mettent en place. Il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est un peu comme si on est guidé et que l'univers nous pousse à faire des choses aussi, à faire ça. Et nous guide. Et ça, on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui veut tout faire normal. Vous voyez, lui, il ne comprend pas ça. Ah, peut-être qu'il comprendra un jour, mais c'est pas facile à lui faire comprendre ce genre de choses quand on le vit soi-même. Hein. Ouais, ouais. Les bactéries du sol produisent de l'oxygène comme certains micro-organismes marins aussi. Oui, effectivement, hein, c'est sûr. Euh, voilà, voilà. Ben, donc, faut savoir, l'oxygène est aussi très paramagnétique. Donc, c'est aussi en résonance avec le champ magnétique terrestre, l'oxygène, hein. Donc, c'est aussi de l'énergie, hein. Donc, par exemple, au Japon, il y a des montagnes. Ah, les montagnes là-bas, c'est souvent des anciens volcans ou des volcans même encore
actif, hein. Ben, au Japon, il y a des montagnes thérapeutiques comme ça, où des gens se soignent en faisant une promenade sur la montagne, on va dire. Et souvent, c'est des montagnes très paramagnétiques. Donc, imaginez, vous oxygénez avec de l'air très paramagnétique, hein, très oxygéné, parce que c'est la forêt, il y a beaucoup d'oxygène, et beaucoup d'ions négatifs, parce que la nature, la forêt, toutes les pointes, ça fait des ions négatifs. Contrairement à la pollution en ville, ça fait des ions positifs, hein, c'est l'opposé. C'est aussi de l'électrification de l'air, mais à l'opposé. Euh, les ions positifs, c'est propice à l'oxydation, aux maladies bactériennes, fongiques, tout ce que vous voulez. Et les ions négatifs, là, il n'y a quasiment pas de maladie. Il n'y a pas de maladie qui arrive à survivre dans un air riche en ions négatifs. Vous voyez, donc la différence est déjà plus saine d'aller vivre en campagne ou dans un air riche en ions négatifs qu'en ions positifs. Et et après, il y a le côté paramagnétique, comme je disais. Donc, il y a le sol, la montagne lui-même qui est très paramagnétique, plus l'air, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Il y a le côté ionisation de l'air et il y a le côté magnétique de l'air et du sol sur lequel on marche. Ah, si on marche en plus pieds nus, c'est encore mieux naturellement. Après, c'est une habitude. Moi, personnellement, j'ai pas cette habitude, mais c'est vrai que c'est très bon. Hein. Euh, comment dynamiser? Ouais, donc, je regarde. Oui, pour revenir aux oiseaux et aux stomates des feuilles à des plantes. Ben, ce qu'il a été observé, donc, c'est que quand les plantes poussent, donc imaginez les arbres, les plantes, toutes les plantes, quand les plantes poussent dans un milieu sonore riche en chants d'oiseaux, dans ces fréquences-là, elles font beaucoup plus de stomates au centimètre carré sur les feuilles. Et quand elles poussent dans un milieu silence, sans bruit, sans chant d'oiseaux, ben, il y en a, on va dire, plus de la moitié moins, peut-être même 10 fois moins. Mais j'ai vu des photos d'expérience de ça. Il y en a vraiment beaucoup moins. Donc, imaginez-vous ce que ça fait sur la végétation. Parce que c'est par les stomates que la plante se nourrit en oxygène, en CO2. Ah, elle se nourrit pas en oxygène, elle se nourrit surtout en CO2. Vous voyez? Donc, s'il n'y a plus cet espace sonore, cette stimulation sonore, ben, les plantes poussent beaucoup moins bien. Ils ont besoin de cette énergie. En plus, les chants d'oiseaux, c'est des fréquences que dans les cellules, ça va stimuler le mouvement intracellulaire des petites organelles, des chloroplastes, de tout ça qu'il y a dedans. Hein. Mais s'il n'y a plus les chants d'oiseaux, ça ne stimule pas. Vous voyez? Et les chants d'oiseaux, ils vont stimuler vos plantes à pousser avant le lever du soleil. Parce que euh, ce mouvement intracellulaire commence aussi au lever du soleil, quand il y a la lumière. La lumière stimule ça aussi. Mais les oiseaux, ils chantent déjà avant le lever du soleil. Déjà peut-être 1 heure, 2 heures avant. Observez ça le matin. Par exemple, si le soleil se lève à 7 heures, réveillez-vous une fois à 5 heures, vous verrez, ils commencent à chanter les oiseaux. Et il fait encore nuit. Hein, donc, ben, les chants d'oiseaux, ils stimulent déjà la végétation avant le lever du soleil. Vous voyez? Et ça va même plus loin, c'est que sur les feuilles, les parois des feuilles, hein, il y a tout un microcosme de bactéries avec l'humidité, la rosée du matin, mais il y a plein de petites bactéries, de micro-organismes qui se développent et qui font des exsudats, des sucres et des molécules, toutes sortes. Et la plante se nourrit aussi à travers les stomates. Elle respire, elle absorbe ça, un peu comme si elle absorbe par ses racines l'eau, l'humidité du sol et la nourriture du sol. Elle va aussi absorber par ses stomates. Vous voyez? Hein, c'est aussi une nourriture. On peut même nourrir une plante que par l'estomac, si on veut. On peut faire pousser sur du sable et nourrir que par l'estomac. Il y en a qui ont fait avec des super résultats aussi. Hein, donc, c'est tout à fait possible.
Donc, mais si on n'a plus les oiseaux, et vous voyez l'importance des oiseaux, vous voyez l'importance de comprendre ça aussi, parce que si on ne sait pas tout ça, bah, alors un oiseau n'est qu'un objet volant qui dérange à la limite, vous voyez, hein, parce qu'on ne sait pas tous les bienfaits que ça apporte. Euh, alors, on va dire que c'est un argument supplémentaire aux haies dans les champs pour qu'il y ait des oiseaux, à la diversité de la vie, donc à stimuler tout ce qui est vivant. Et même si l'oiseau, il va peut-être manger un fruit de temps en temps et faire un peu de dégâts, il va apporter beaucoup plus de bien que de dégâts. Vous voyez? Et ça, et ça, on a tendance à dans notre société, on n'en est pas assez conscient, hein. Après, nous, dans notre communauté, on en est bien conscient, hein, je pense, hein. Mais c'est important de partager ces savoirs et d'en prendre encore plus conscience. Donc ça, c'est toutes ouais, les techniques. Après, on peut développer ça artificiellement, on va dire, en mettant de la musique sur ces plantes ou dans ces champs. Parce que comme il y a beaucoup moins d'oiseaux qu'il y a un siècle, bah, le fait de mettre de la musique en plus apporte tout de suite une meilleure croissance des plantes et tout. Et les oiseaux, ils aiment bien aussi, ça les dérange pas du tout. Vous verrez, il y en aura même plus. Et il y en a même un qui a fait un nid sur l'eau-parleur. J'avais quelqu'un m'avait envoyé une photo de ça. Vraiment un nid sur l'eau-parleur. Donc c'est pour vous dire quand vous mettez de la belle musique que les oiseaux ça les dérange pas du tout, hein. Voilà, mais j'ai un site internet là-dessus, hein, sur l'influence de la musique sur les plantes où vous trouvez toutes ces informations aussi. Euh, donc, tu nous donnes les moyens de nos espoirs. Merci. Ah, bah, c'est une jolie phrase. Donc, William Bargat ou Barjat, bonsoir. En géométrie sacrée, ils utilisent l'énergie des montagnes comme générateur. Alors oui, sûrement, ça c'est très intéressant. La géométrie en général, hein, c'est aussi très intéressant, hein. Ouais. Voilà, voilà. Bah, si vous avez encore des questions, bah ouais, on est nouveau proche de 2 heures, hein, donc 1h52. Donc si vous avez encore des questions, posez-les maintenant, tout de suite. Et sinon, je pense, vous dire au revoir, à la prochaine fois. Je vais vous donner une idée. Si j'arrive à bien maîtriser là ces outils informatiques, je réfléchis à faire une fois un live, à me balader un peu dans le potager pour vous montrer les différentes techniques en live et comment les mettre en place. Alors, je vais voir comment je peux faire ça, probablement avec le téléphone et un ami qui me filme. Ça pourrait être sympa en live et répondre à vos questions. Mais on va faire ça dans les prochaines semaines. Pas tout de suite parce que ça demande un peu d'organisation, mais je pense que ça peut être très très sympathique ça. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, envoyez-moi des mails, téléphone, messages, tout ce que vous voulez. Je préfère les mails en général. Et sinon, ben, vous me rejoignez dans le live pour poser les questions. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et voilà, on va bien dormir dessus, bien. Ça va nous donner des idées, je suppose. Et voilà. Au plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne expérimentation.